Bonjour et bienvenue sur Cryptonation. Comme tu le sais, il s'est passé plein de choses cette semaine, notamment au niveau de Bitcoin. Donc c'est parti, on y va pour cette hebdo. Donc, comme le veut la tradition, je commence par une petite mise à jour, une petite update au niveau du marché. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours? Donc on a du moins 10% sur Bitcoin, on va revenir un petit peu après, un petit peu là-dessus. Sur 7 jours, on a du moins 10%, 1% pour Ethereum, et on a 88,32% sur Bitcoin Cash. Donc je vais après détailler un petit peu les raisons peut-être que l'on peut trouver à cette hausse du Bitcoin Cash, cette hausse fulgurante du Bitcoin Cash. Si vous avez suivi mes précédents hebdos, Bitcoin Cash ne faisait que descendre à l'approche du fork, et là on a vraiment un bond dans l'autre direction. Pour ce qui est des prix, c'est le grand événement de cette semaine, cette montée fulgurante du Bitcoin Cash. Ensuite, on a un certain nombre de cryptos qui sont dans le vert. Donc ça, c'était, je dirais, dans la première partie de la semaine où il y a eu plein de cryptos qui sont remontés. Mais après, si on regarde, c'est vrai, dans les dernières 24 heures, il y a quand même pas mal de rouge, à part pour Bitcoin Cash. Donc ça s'est vraiment joué dans ces derniers jours. C'est vrai que là, je regarde sur 7 jours, mais ça s'est vraiment joué dans ces derniers jours pour ce qui est de la montée du Bitcoin Cash. Et donc les altcoins, certains ont pu commencer à remonter, on a vu un rebond après Segwit2x. Il semblerait que voilà, ce rebond soit encore à confirmer pour ce qui est des altcoins, puisque Bitcoin Cash est un peu un craint de prendre la vedette, d'une certaine manière. Beaucoup de gens espéraient que les altcoins allaient remonter après ce hard fork, ou cet échec de hard fork, et la réalité, c'est que finalement les altcoins seront montés, mais Bitcoin Cash est en train d'attirer plus l'attention et de détourner les gens des altcoins. Et les altcoins, en tout cas dans les dernières 24 heures, ont pour beaucoup eu un peu de mal à continuer leur progression. Donc, intéressant de voir si est-ce que c'est bien le retour de la saison des altcoins, comme beaucoup de gens l'avaient prévu, ou est-ce qu'on va avoir un scénario finalement que personne n'attendait, qui est un scénario de la montée de Bitcoin Cash. Alors, on va revenir un petit peu sur le déroulement de toute cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait normalement un fork, bien sûr, c'est pas une nouvelle pour toi si tu suis ma chaîne. On avait ce fork du Segwit2x qui devait arriver très bientôt, donc qui devait arriver le 15 novembre. Donc voilà, qui devait arriver dans 4 jours en fait, le 15 ou le 16 novembre. Et ce fork du Segwit2x a été annulé. Alors, est-ce que il était vraiment annulé? Est-ce qu'il y aura quelques mineurs qui vont choisir de quand même le faire? Je ne sais pas. Et s'il y a quelques mineurs qui choisissent de le faire, ils représenteront probablement une proportion de la puissance de calcul très peu importante. Donc, c'est Mike Belch, donc, qui est le directeur de BitGo, qui est une des sociétés donc, qui avait signé le New York Agreement, qui a posté donc, ce message donc, sur les étapes finales de Segwit2x, qui est en annonçant la fin de Segwit2x. Donc il a posté ce message, et ce message il est signé par Jeff Garzik, donc, qui est le développeur principal de Segwit2x, certains diront le seul développeur de Segwit2x, Eric Voris, Peter Smith, Jian Wu, c'est Bitmain, qui a une influence assez considérable aussi dans l'industrie, et Wences Casares et Mike Belchi, je sais pas. Donc voilà, donc ces personnes-là qui représentent vraiment en fait le cœur de Segwit2x, qui représentent vraiment les entreprises les plus importantes qui ont soutenu Segwit2x pendant tout ce temps, ces personnes-là ont annoncé le retrait de Segwit2x, comme quoi ils voulaient annuler Segwit2x. Donc c'est à peu près sûr que c'est la fin du fork de Segwit2x à 90%, on est à peu près sûr que ça va être abandonné. Donc ça c'est évidemment la grande nouvelle de la semaine, mais il n'y a pas que ça. La conséquence de ce fork du Segwit2x, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens qui soutenaient le fork du Segwit2x, c'est-à-dire des gens qui veulent des plus gros blocs, se sont reportés sur l'autre crypto-monnaie qui propose des gros blocs. L'autre crypto-monnaie qui prétend être Bitcoin et qui propose des gros blocs. J'ai nommé Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, vous avez des blocs qui sont importants. La solution qui est privilégiée, c'est clairement une scalabilité sur chaîne, donc sur la chaîne. Donc on fait grossir des blocs pour y mettre le plus de transactions possible. Ce n'est pas des solutions de deuxième niveau, on n'a pas Segwit, donc on rend très difficile l'implémentation de solutions de deuxième niveau sur Bitcoin Cash. Sans Segwit aussi, donc on permet l'utilisation des ASIC Boost,
Je vous laisse faire vos recherches si vous voulez voir est-ce que les ASIC Boost c'est un mythe ou une réalité, parce que ça a aussi une influence sur le choix de certaines personnes de cet écosystème. Clairement, beaucoup de gens se sont reportés sur Bitcoin Cash en venant finalement de Segwit2x. Des supporters de Segwit2x se sont reportés sur Bitcoin Cash. Par exemple, vous avez Roger Ver. Roger Ver avait dit qu'il allait vraiment déplacer toutes ses ressources finalement vers Bitcoin Cash en cas d'échec de Segwit2x. Il avait déjà, il avait déjà déplacé beaucoup de ses efforts et de son énergie de toute façon vers Bitcoin Cash, mais il a annoncé que là, il allait complètement se concentrer à partir de maintenant sur Bitcoin Cash, puisque c'est quelque chose qui lui convient mieux, la scalabilité sur chaîne. Donc c'est un événement, forcément, qui a une influence assez colossale. Une partie de la montée de Bitcoin Cash, on peut l'attribuer effectivement au retrait du fork de Segwit2x. C'est-à-dire que finalement, la valeur qui avait été mise dans le coin Segwit2x, Segwit2x coin, est partie vers Bitcoin Cash. Donc ça explique en partie la montée du Bitcoin Cash. Une autre explication, une autre raison pour laquelle Bitcoin Cash augmente, c'est que Bitcoin Cash va avoir un hard fork. J'en avais parlé déjà sur mon Twitter, j'avais évoqué ce hard fork là. À l'époque, il y avait encore Segwit2x, donc ça commençait à devenir un peu ridicule au niveau des hard forks, parce qu'on avait plusieurs chaînes avec plusieurs hard forks à chaque fois dessus. Donc, Bitcoin Cash fait un hard fork, et en fait, cette fois-ci, c'est plus une mise à jour. Donc normalement, en théorie, ça reste à voir, mais en théorie, il ne devrait pas y avoir de nouveaux coins de créer avec le hard fork du Bitcoin Cash. C'est possible, ça dépend s'ils ont consensus ou non. Je vous avoue que j'ai pas regardé à quel point cette mise à jour était consensuelle au sein de l'écosystème Bitcoin Cash. Il semblerait à première vue que les gens devraient être d'accord et adopter cette mise à jour. Il y a toujours une possibilité que l'on aboutisse avec 2 coins. Voilà. Maintenant, on devrait avoir un seul coin. Donc, quelle est cette mise à jour? À quoi ça sert? C'est un changement dans l'algorithme d'ajustement de la difficulté. Pourquoi? Parce que Bitcoin Cash avait un système qui s'appelle l'EDA, Emergency Difficulty Adjustment, qui fait qu'en fait, l'ajustement de la difficulté sur Bitcoin Cash était extrêmement rapide. L'EDA a permis en fait à Bitcoin Cash de survivre dans les premiers jours, on va dire, après le fork, tout simplement parce que ça a été plus intéressant à un moment pour les mineurs de miner Bitcoin Cash, parce que la difficulté s'est effondrée. Donc la difficulté de Bitcoin Cash comparée à la difficulté de Bitcoin, ils sont partis au début au même niveau, et après la difficulté de Bitcoin Cash s'est effondrée. Alors qu'est-ce que c'est que la difficulté? C'est la difficulté pour les mineurs, pour miner des blocs. C'est-à-dire que combien de puissance de calcul j'ai besoin pour réussir à miner un bloc. Sur Bitcoin, c'est énorme. D'accord? Sur Bitcoin Cash, c'est plus facile. Et notamment dans les premiers jours, après le fork, il y avait peu, la valeur de Bitcoin Cash était assez faible, mais la difficulté, au moment du fork, était la même. Donc il était très peu rentable pour un mineur d'aller miner Bitcoin Cash. Mais grâce à l'EDA, donc l'Emergency Difficulty Adjustment, la difficulté a très rapidement évolué, ce qui fait que c'est devenu de plus en plus facile de miner du Bitcoin Cash. Et donc le prix de Bitcoin Cash, qui était certes plus faible, finalement, à un moment, est devenu intéressant pour les mineurs, c'est devenu rentable d'aller miner Bitcoin Cash, et de cette manière, grâce à l'EDA, Bitcoin Cash a réussi à avoir des mineurs sur sa chaîne. Puisque sinon, le risque était que finalement Bitcoin Cash périclite, meurt parce qu'il n'y avait pas assez de mineurs. Et grâce à cette EDA, eh bien, Bitcoin Cash a survécu, parce que les mineurs sont allés sur cette chaîne. Par contre, ce qui se passe, c'est que maintenant, les mineurs, en fait, depuis ce moment-là, sont sans cesse en train de changer de chaîne en fonction de la difficulté, en fonction de est-ce que c'est rentable ou pas pour eux. Et cet algorithme, ce qui provoque, c'est des ralentissements, en fait, sur la chaîne Bitcoin Cash, parce que d'un coup, ça devient plus rentable, les mineurs quittent complètement la chaîne, le temps que l'ajustement se refasse, et ça devient de nouveau rentable, ils reviennent sur la chaîne. Donc vous alternez des périodes où c'est très rapide, et des périodes où c'est complètement bloqué. Donc c'est un problème, évidemment, et c'est pour ça que les développeurs de Bitcoin Cash, dont Amaury Séché, ont décidé de proposer un changement de cet algorithme de
d'ajustement de la difficulté. Et donc c'est ça l'objet de l'algorithme Bitcoin Cash, c'est de faire en sorte que tout simplement de résoudre le problème qu'il y a dans leur algorithme d'ajustement de la difficulté, qui fait que vous avez des moments où les transactions ne passent pas, en fait, ne sont pas gérées. Parce qu'il n'y a plus de mineurs qui sont sur la chaîne, ou très peu de mineurs qui sont sur la chaîne, à cause d'un problème dans cet algorithme, donc simplement de le remplacer par un algorithme qui fonctionne. Tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ils décrivent dans leur article quels sont les avantages de ce nouvel algorithme d'ajustement. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'effectivement, c'est censé leur permettre de résoudre bien leurs problèmes, tout simplement. Les problèmes fondamentaux qu'ils rencontrent à cause de cet algorithme qui a permis de sauver Bitcoin Cash dans les premiers jours, mais qui aujourd'hui pose énormément de problèmes. Également, ce hard fork peut être une raison de l'augmentation du Bitcoin Cash. C'est-à-dire que ce que l'on observe avec les forks du Bitcoin, du vrai Bitcoin, c'est que dans le passé, souvent, les gens en anticipation du hard fork avaient tendance à acheter. De la même manière, sur les précédentes mises à jour, ça n'a pas vraiment été le cas là, mais sur les précédentes mises à jour d'Ethereum qui nécessitaient un hard fork, les gens avaient tendance à acheter avant. Donc là, finalement, on a un hard fork du Bitcoin Cash qui est une mise à jour, et les gens achètent avant. Ça semble aussi une raison possible. Après, les gens peut-être pensent aussi, espèrent peut-être aussi avoir un nouveau coin, parce que je ne pense pas que ce sera le cas, mais ça peut aussi jouer dans leur comportement. Donc voilà pour ce qui est de Bitcoin et de Bitcoin Cash. Donc je dirais c'est la news importante, c'est l'abandon de SegWit2x. Donc c'est, je dirais, quelque chose de bien pour Bitcoin, puisque on continue sans avoir toute cette drama, sans avoir toute cette division au sein de la communauté. On continue à avancer, on continue à progresser. L'équipe de Bitcoin Core va continuer à travailler sur des solutions de scalabilité supplémentaires après SegWit, comme les signatures de Schnorr. On va avoir une adoption qui devrait être de plus en plus importante des transactions SegWit, parce que pour l'instant les gens ils disent que SegWit n'a pas amené à une réduction des frais, mais c'est aussi parce que beaucoup de gens en fait n'utilisent pas les transactions SegWit parce que les portefeuilles ne le permettent pas. Donc on peut espérer avoir une augmentation de l'adoption de SegWit, des transactions SegWit qui permettent aux gens de faire des transactions avec des frais plus faibles. Donc ça c'est sur le court terme, c'est sur maintenant, immédiatement. Sur le moyen terme, on va avoir des nouvelles innovations comme les Schnorr Signatures, les signatures de Schnorr. Et sur le plus long terme, on va avoir les solutions de deuxième niveau. Je t'avais fait une vidéo sur Lightning récemment, tu peux aller voir. J'ai fait une vidéo où je teste Lightning. Et on est aujourd'hui sur quelque chose qui ne marche pas sur le mainnet, qu'on ne peut pas utiliser sur le court terme, qu'on ne peut pas utiliser demain matin, mais on est sur quelque chose qui peut vraiment changer les règles du jeu une fois que l'adoption est là. Deuxième news, en fait ma vidéo va être assez longue parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Troisième grande news, ça va être Parity Wallet. Donc Parity Wallet, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de hack, mais Parity Wallet a été confronté à une énorme faille de sécurité, à une énorme vulnérabilité dans leur logiciel, dans leur smart contract, qui a donc permis à quelqu'un d'accidentellement verrouiller les fonds des utilisateurs de Parity Wallet. Donc, pour le contrat, pour un des contrats que Parity Wallet utilise, donc qui est un contrat multisignature. C'est notamment un contrat que des ICO utilisent pour sécuriser leurs fonds. Et donc, ce contrat-là a été touché, la vulnérabilité a été exploitée, et il y a quantité de fonds en Ether qui sont aujourd'hui bloqués. Donc, selon la personne qui a apparemment exploité cette faille, elle l'aurait fait accidentellement. C'est assez fort quand même. Et cette personne a posté d'ailleurs, oui, j'espère que je ne vais pas être arrêté, j'ai sans faire exprès tué le smart contract. I accidentally killed it. Avec ce smiley, vous pouvez voir là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui en ont fait des t-shirts. Donc, ça fait rire certaines personnes, ça fait beaucoup moins rire d'autres personnes, puisque évidemment, là, on a des fonds en jeu qui sont quand même gigantesques. On n'a pas de chiffre officiel pour le moment. Voilà,
on a différents chiffres, mais on pourrait être sur du 150 millions de dollars en Ether. Donc c'est pas négligeable. Notamment donc, des fonds d'ICO, donc c'est embêtant puisqu'ils ont levé des fonds et là ils se retrouvent à les avoir détruits. Donc une des manières de récupérer ces fonds, il n'y en a pas 36 000, ce serait de refaire un hard fork d'Ethereum. Ethereum avait déjà subi un hard fork pour récupérer des fonds, c'était lors de ZDAO. La différence c'est que là les fonds avaient été volés et non détruits. Et la différence c'est qu'il y avait un consensus assez important au sein de la communauté. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens de la communauté Ethereum avaient mis des fonds dans ZDAO. Donc beaucoup de gens voulaient récupérer ces fonds. Donc, beaucoup de gens ont suivi la fondation Ethereum dans ce hard fork pour récupérer les fonds. Et c'est pas n'importe quel hard fork. Attention, c'est un hard fork qui a un rollback. C'est-à-dire qu'ils reviennent sur l'historique de la blockchain. Ils ne prennent pas la blockchain, je dirais, comme elle est. Ils viennent corriger dans la blockchain, ils reviennent sur l'historique de la blockchain pour y venir modifier ce qu'ils ne veulent pas. Ce qui ne les intéresse pas finalement. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème à beaucoup de gens, parce que normalement, une blockchain est censée être immuable, et avec la blockchain Ethereum, ce n'est déjà pas le cas. Pourquoi? Parce qu'elle a été modifiée une première fois. D'accord? Via ce hard fork, après le hack de ZDAO. Et là, elle pourrait être modifiée une deuxième fois, pour récupérer ses fonds. Donc c'est vraiment quelque chose un peu polémique au sein de la communauté Ethereum. On ne sait pas s'ils vont pouvoir récupérer les fonds ou pas, parce que faire un rollback comme ils ont déjà fait une première fois, ça pourrait affecter la crédibilité de la blockchain Ethereum. Notamment voilà, pour toutes les entreprises qui veulent y conduire des transactions et des activités économiques dessus, ça peut être un peu gênant quand même d'avoir une blockchain qui n'est pas immuable. Donc voilà pour ce qui est d'Ethereum. Quel est le problème fondamental avec Ethereum pour en profiter? Donc là, je sais qu'il y a des gens, ils vont me dire, ils vont me contredire peut-être en commentaire, ils vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais Ethereum, sa grande force, c'est sa flexibilité. Ethereum, son grand défaut, c'est la flexibilité. Vous avez une blockchain où vous avez des smart contracts dessus. Ces smart contracts, ce sont des applications financières, ils gèrent de l'argent, même si c'est des Ethers, ça a une valeur financière. Et le langage qui est utilisé, c'est un langage beaucoup plus flexible évidemment que celui qui est utilisé sur Bitcoin. C'est un langage qui est Turing Complete, je ne connais plus la traduction en français, mais c'est vraiment un langage avec beaucoup de fonctionnalités. Mais le problème avec ça, c'est que vous avez des effets de bord, où vous ne savez pas forcément quelles vont être toutes les solutions possibles, tout ce qui va sortir, toutes les combinaisons qui peuvent être effectuées avec un smart contract. Et une des pistes pour, à l'avenir, sur les cryptos, pas que Ethereum, mais à l'avenir, pour les crypto-monnaies qui proposent des smart contracts, pour les smart contracts, ce que l'on pourrait envisager, effectivement, c'est d'utiliser un langage qui soit différent que le langage utilisé sur Ethereum. Et donc, je vais mettre aussi donc, en description ce lien, qui parle de la vérification formelle des smart contracts. Avec des gens de l'INRIA, donc l'INRIA c'est en France, et des gens d'Harvard et de Microsoft Research, mais principalement de l'INRIA, et qui parlent de la possibilité de la vérification formelle des smart contracts. Et ça, la vérification formelle, c'est quelque chose qui pourrait éviter justement d'avoir ce genre de problème en pouvant vérifier les différentes combinaisons possibles, les différents résultats que l'on peut obtenir avec un smart contract. Donc ça c'est très intéressant et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler prochainement parce que je vais vous parler d'un projet justement qui permet de faire des smart contracts et qui utilise un langage fonctionnel permettant la vérification formelle. Donc c'est aussi une manière, donc je pense, c'est une occasion aussi de s'interroger effectivement sur les smart contracts sur Ethereum qui sont constamment, enfin qui rencontrent constamment des problèmes. Très fréquemment on a des problèmes avec les smart contracts Ethereum. Et pour moi, c'est totalement lié au fait que ce soit très flexible. L'un des fondateurs de Parity, c'est Gavin Wood. Et Gavin Wood, c'est un des fondateurs également d'Ethereum. Donc, c'est pas des gens incompétents derrière ça.
certains développeurs de smart contract vous diront oui, mais le smart contract était nul, était mauvais, était mal codé. C'est vrai, mais je veux dire, il y a un problème aussi quand c'est une société qui a été confondée par le cofondateur d'Ethereum. C'est quand même pas une société, c'est pas un scam si vous voulez. Donc on est quand même sur une société qui est assez sérieuse. On est sur une équipe qui est assez sérieuse. Donc on peut quand même se poser la question si Ethereum n'est pas favorable, n'est pas particulièrement favorable à cause de son fonctionnement à avoir des problèmes dans les smart contracts. Même si on est bien d'accord que les smart contracts, c'est pas au niveau du protocole. On est bien d'accord que Ethereum en soi ne s'est pas fait hacker, c'est bien les smart contracts qui sont dans le protocole qui se sont fait hacker, les applications qui sont construites sur Ethereum. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas dit beaucoup de news, mais en fait c'était des très grosses news, donc j'ai quand même voulu les développer un petit peu. Donc voilà, j'avais encore quelques petites choses à dire, mais je vais le garder pour une autre fois, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Salut!